Allô, bonjour le chat. J'espère que vous allez bien. Dites-moi que le micro il fonctionne bien, s'il vous plaît. Attendez, je vais essayer de me mettre un peu dans le champ. Le micro ne sature pas, tout va bien. Oui. Tout va bien, oui, nickel. Bienvenue sur ce stream spécial avec deux vice-présidents de l'Assemblée nationale. On a Clémence Guité. Bonsoir. Bonsoir. Et on a Nadège Abomangoli. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va. Super. Vous avez fait quoi cet après-midi? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de travail. Ouais, rendez-vous pour les groupes d'amitié, commission affaires étrangères, rendez-vous pour des groupes d'amitié. On est comme tout le monde, tu vois, on essaye de boucler les trucs avant de partir un peu en pause et en vacances. Vous serez en vacances La fin de semaine, là. fin de semaine. Combien de temps de vacances? Il y a une pause parlementaire, donc juste l'hémicycle, c'est 3 semaines de pause parlementaire. Ouais. En fait, on fait de la circo. Voilà, on reprend début janvier, quoi, après les fêtes. Ok. Est-ce que pour les viewers de Twitch, vous pouvez vous présenter en deux mots? En deux mots simples. Et Deux mots rôle- littéralement ou deux et mots, de- c'est une façon Non, de non, pas façon- trop. Ça veut dire vite fait, quoi. Ça veut façon dire de vite parler vite. Ok. Et aussi votre rôle dans la France Insoumise. Tu commences, Clémence? Tu peux commencer. Allez. Donc moi, je m'appelle Clémence Guité, je suis députée de la 2e circonscription du Val-de-Marne. Donc c'est Créteil, Choisy-le-Roi et Orly. Députée depuis 2022, donc le court mandat, et puis réélue cette fois-ci. Et à la France Insoumise, je m'occupe du programme, en gros. Donc l'avenir en commun que j'ai coordonné en 2017, en 2022 pour les élections présidentielles. Et donc les programmes intermédiaires des européennes, du Nouveau Front Populaire, de la NUPES à l'époque. Il y a aussi Voilà. l'Institut. Et l'Institut La Boétie. Oui, t'as pas oublié. Donc l'Institut La Boétie que je co-préside avec Jean-Luc Mélenchon, qui est en gros la fondation des Insoumis, où on accueille des intellectuels, des chercheurs, des gens qui nous aident avec principalement les sciences sociales à réfléchir à notre stratégie politique et à comment on peut s'alimenter de ça pour faire de la politique. Ok, ça marche. Bien. Donc c'est pas deux mots. Hein. C'est pas. Bah non, bah tu vois. Ça veut dire que c'est pas possible deux mots quand il y a autant c'est d'activités en fait. Donc moi, Nadège Abomangoli, députée de la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis, donc c'est Aulnay, Bondy Sud et Pavillon-sous-Bois. Enfin, Bondy Nord, c'est Aurélie Trouvé en fait, elle a une circonscription un peu découpée. Je suis députée depuis 2022, réélue au premier tour en 2024. Et donc, je suis vice-présidente en charge des relations internationales, c'est-à-dire des groupes d'amitié, par exemple. Voilà. Ok, ça marche. Alors, T'as lu un petit quelque chose? Ça sature, ils disent les gens. Le micro, il est pas bon? Les ingestions en son. Attendez. on dirait que tu vas faire des réglages. Là. Pour moi, le son, il est bon. Il y a une musique de fond. Ah, peut-être qu'on doit enlever Ah, la musique. Non, normalement, la musique de fond, ils n'entendent pas. Ah Normalement, bon ils n'entendent pas la musique de fond, tout va bien. Juste Vous son inquiétez micro de flight 10. Il y a un écho, mais c'est horrible. Ah, c'est vrai qu'on est dans une grande salle, les gars, mais Ah vous ouais, inquiétez c'est ça. pas. Vous inquiétez pas, Ah oui, tout va c'est- bien. C'est la salle de réunion du couloir de la vice-présidence, donc c'est grand. Ok. Alors, on va évidemment parler de la nomination de François Bayrou, le dernier soutien à Emmanuel Macron. Le dernier soutien. Nadège, avec la nomination du président du Modem, bon, j'ai oublié aussi, il est maire de Pau, hein. Il y a un cumul des mandats, sinon c'est pas drôle. Quel message notre président essaie-t-il de faire passer selon vous? Bah, en fait, je trouve qu'en nommant Bayrou, c'est vraiment nommer le dernier des Mohicans. En fait, en fait, Bayrou, c'est celui qui, au début du lancement, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, a été un peu sa caution de respectabilité, parce que Bayrou avait été candidat présidentiel avant. Et comme au début, Macron n'avait pas beaucoup de soutien politique de poids, donc c'était Bayrou. Et donc, mais Bayrou, au début du mandat de Macron, était ministre. Oui. Et il a eu une petite affaire qui a fait qu'il n'a pas pu rester ministre. Là, le fait qu'il le rappelle, moi je lui dis comme c'est un peu la dèche. Et le fait que la nomination du gouvernement mette du temps, je trouve que ça amplifie ça. Et ça veut dire aussi qu'il n'a pas l'intention de changer dans tout ce qu'il a entrepris depuis 7 ans. Puisque, Il va en fait, encore prolonger le macronisme, quoi. bah, c'est la même chose, casse sociale, violence politique, voilà quoi. Est-ce que, pour toi, Clémence, le président il cherche à siphonner l'électorat de gauche? Parce que Bayrou, c'est le centre, mais quel centre? Le centre de gravité, il est plutôt à gauche ou à droite? Il est clairement à droite. C'est un gars du Modem. Donc le Modem, c'est un parti très conservateur sur plein de sujets. C'est un parti libéral sur le plan économique, qui est tout à fait en fait dans le prolongement de la Macronie. C'est ce que disait Nadège. En réalité,
c'est un peu bizarre parce que là, on a assisté à tout un feuilleton. Ils nous ont vendu une grande coalition d'union nationale. Ça a donné lieu à quelques frictions avec nos partenaires du Nouveau Front Populaire. Mais je sais qu'on va y revenir un peu après. Mais voilà, en fait, ce qu'ils nous ont vendu, c'est un changement de périmètre politique. Alors qu'en fait, c'est pile la même chose que ce qui nous a permis de faire chuter Barnier. Donc, notre pronostic, c'est que, en fait, même cause, mêmes effets, il va se passer la même chose et en fait, il va tomber. Et par ailleurs, il fait. Enfin, voilà, il a été nommé pour l'image d'un candidat à la présidentielle, un vieux routard de la politique qui est là, qui arrive, etc. C'est du sérieux. Exactement. Et en fait, parce que personne ne voulait monter à bord du bateau qui coulait, Barnier, quand même, faut le dire, les prétendants se sont pas précipités sur le truc. Et en fait, on l'a vu, nous, aux questions au gouvernement mardi. C'est naufrage. Et c'était naufrage complet, quoi. Ah, j'ai pas le temps d'écouter. Hors sol, décalé, il faut que tu commentes. Moi, j'étais avec votre collègue Manuel Bompard. Alors, je pense qu'il faut faire un c'est incroyable. C'était incroyable. Ok, il faudrait que j'écoute. Il nous faisait des réponses de 5 minutes. On est en pleine crise à Mayotte avec les centaines, voire les milliers de morts qu'il y a et dont on va prendre connaissance en fait au fur et à mesure tellement l'île est dévastée, etc. Et il nous faisait des réponses sur le conseil municipal de Pau. C'est important, la province, j'ai vu le passage où il a dit que le Premier ministre et le président ne peuvent pas aller sur un département français. C'est dans ce cadre des questions au ministre. En plus, ce qui était très bizarre, c'est que normalement, les questions au gouvernement, il y a le gouvernement, il n'y en a pas. Et donc, c'était les questions au ministre tout seul. En fait, ça se voit qu'il ne suit plus l'actualité politique parce que il se comporte dans l'hémicycle, genre il répond aux gens, aux interjections, c'était lunaire. Mais par contre, ce que tu dis sur la gauche, ta question initiale, c'est intéressant parce que en regardant tout le feuilleton avant la nomination de Bayrou, on voyait ces porte-paroles en fait quasiment défendre l'idée qu'il y avait plus de proximité entre le MoDem et le PS qu'entre le PS et la France Insoumise, et nous vendre quasiment qu'il allait y avoir une cohabitation entre Macron et Bayrou. Voilà, il y a de la poigne, c'est un peu différent. Or, dans les questions de gouvernement, il a quand même raconté la même chose que racontait le clan Macron pendant le budget, c'est-à-dire que trop d'impôts, etc., etc. Alors que nous, les impôts dont on parle, c'est quand même des taxes sur des profits de plusieurs milliards. Donc, il est dans la même ligne, sauf qu'en plus, il est décalé, hors jeu. Et même dans les questions, enfin, pas au gouvernement, du coup, les questions au ministre, franchement, il faut regarder, y compris l'hémicycle, parce qu'ils étaient jamais. En fait, c'est dur. J'ai écouté les premiers mots de Bayrou. Ah, il m'endort. Je suis désolé, mais ça manque de. Non, parce qu'il va mettre un point. Oui, c'est ça. T'accélères la vidéo comme sur YouTube. Non, c'est pas possible. J'ai vu, j'avais parlé avec votre collègue Manuel Bompard hier. Je pense que vous êtes sur la même ligne. Vous voulez le censurer. Ça, c'est clair et net. Pourquoi le censurer aussi vite alors qu'il a même pas le temps de poser ses affaires encore dans ses placards? Pourquoi ne pas attendre? En fait, la première chose qu'il va faire, c'est le budget. Donc, c'est ce que disait Nadège. C'est quand il répond sur les impôts, bon, en réalité, son parcours politique, il parle pour lui. Nous, on sait ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il va nous reproposer un budget quasiment similaire à celui de Barnier, c'est-à-dire hyper inégalitaire, qui repose sur le grand nombre au lieu de cibler ceux qui se sont ultra enrichis sous la Macronie. Mais enfin, je veux dire, c'est pas idéologique que de dire ça, c'est vraiment factuel. Il y a 90% de la population française qui s'est appauvrie en 7 ans, quand les 500 plus grandes fortunes de France, elles ont doublé leurs milliards. Et on parle de sommes folles dont on peine à se représenter, quoi. Donc il va nous présenter un budget comme ça, de casse dans les services publics, de casse sur les questions écologiques, il n'y a aucune surprise. Donc en fait, comme c'est ce qui nous attend au mois de janvier, après la pause parlementaire, nous... Ça reprend mi-janvier, exactement. Parce qu'il a annoncé qu'il allait faire un discours de politique générale le 14 janvier. Les discours de politique générale, c'est normalement les grandes orientations. Et normalement, à l'issue d'un discours de politique générale, on demande au Premier ministre de pouvoir voter ou pas la confiance. Et donc, il a été interrogé là-dessus, sur va-t-il proposer au Parlement un vote de confiance? Il n'a pas répondu. Or, à partir du moment où il n'y a déjà pas de vote de confiance, c'est déjà un motif de censure. C'est vrai. Et sachant que c'est une nouveauté de la Macronie. Parce que normalement, c'était un usage. Ils demandaient la confiance de l'Assemblée nationale. Et nous, on leur accordait ou pas. Mais généralement, il y avait une majorité à l'Assemblée. Et là, avec la reconfiguration, en fait, les macronistes, ils ne la demandent plus. Et ils accoutument un peu les gens, en fait, que ce serait normal. Mais on a déjà raison de dire, en fait, rien que ça, c'est un motif de censure. C'est pas normal. Mais je trouve qu'en plus, refuser le vote de confiance, pour moi, ça veut dire direct qu'ils vont nous la mettre à l'envers.
fait, ne vous attendez à rien, je vais tout décider, continuez sur la même ligne qu'auparavant et vous n'aurez rien à dire. Et nous, c'est ce qu'on refuse totalement. Ok. Alors, on va parler du lien NFP, mais t'as vu quelque chose Je sais pas, j'essaie de lire, mais comme je suis biglou, C'est vrai que j'ai pas mes lunettes aussi. J'ai pas trop mes lunettes. Attends, c'est pas tout le temps le cas. Avant la révision de 2008, des gouvernements ne faisaient pas de déclaration de politique générale. Alors, si vous voyez des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Si vous voyez des petites questions comme ça, parce que c'est vrai que j'ai aussi un chat qui n'hésite pas à tirer un petit peu avec des questions c'est bien, pour déstabiliser un petit peu, quoi. Mais en général, j'ai un chat très LFI, pas de panique. Quelles sont leurs positions sur la volonté de Tondelieu de créer un nouveau mouvement commun de gauche? Moi, j'ai pas compris que c'était vraiment un nouveau mouvement commun de gauche. Hein. Parce qu'en fait, parce que c'est tout le temps un peu des redites. En fait, il y a un nouveau mouvement commun de gauche qui s'appelle le Nouveau Front Populaire. Moi, je vois pas trop pourquoi on revient en arrière. Déjà, le Nouveau Front Populaire, le programme, c'est une base commune assez solide. Alors certes, ça reprend beaucoup d'éléments du programme L'Avenir en commun de la France Insoumise, sur lequel notamment Clémence avec d'autres ont travaillé. Mais en fait, ce qui m'énerve un petit peu, c'est de toujours réinventer l'eau chaude. Je pense qu'on n'en est pas là. Mais du coup, c'est une bonne transition, merci le chat. Par rapport à vos relations avec le NFP, comment qualifieriez-vous aujourd'hui vos relations? Là, maintenant, tout de suite. Genre, par exemple, de manière aussi personnelle, c'est quand la dernière fois que vous avez discuté avec un membre du PS, ou même un communiste, ou même un écologiste? Tous les jours, en fait. Tous les jours, vous parlez ensemble. Ouais. On a passé la matinée avec eux. Okay. On était au bureau de l'Assemblée nationale ce matin. Donc, nous, on est vice-présidente. Il y a 12 membres du Nouveau Front Populaire dans ce bureau, ce qui était la grande nouveauté parce que ça nous a permis d'avoir plus maintenant, avec il y a un nouveau vice-président écolo. C'est vrai, 13. Donc on est majoritaire. On connaît, je crois qu'on est 14. Ah non, je connais pas. On était 14. Ouais, je crois qu'on est majoritaire et en fait, il y a différents groupes de. Mais vous discutez de quoi? Vous discutez de. En fait, c'est la vie de l'institution. Donc ce matin, on a parlé de sanctionner le député turquois qui avait agressé des gens au moment de la niche parlementaire de la France Insoumise. On a parlé des groupes d'amitié que gère Nadège, dont Nadège s'occupe. La question des groupes d'études, après la question des questions sur la déontologie, enfin la vie de l'Assemblée et des députés. Mais en dehors de ça, même en dehors de cette instance du bureau de l'Assemblée, on est dans des commissions ensemble, voilà, on bosse ensemble sur des textes. Les relations sont beau fixe avec Olivier Faure, Boris Vallaud, tout va bien. En tout cas, les relations parlementaires, ça va. J'ai vu les dernières paroles. François Hollande, en l'occurrence, il avait dit qu'il sera dans l'opposition. Il n'y aura pas de souci pour une censure. Non, mais moi, enfin, déjà, il n'a pas dit ça exactement, si je puis me permettre. Non, il a dit je ne suis pas pour la censure, je crois. Je ne suis pas pour la démission de Macron. En fait, il n'est pour rien. Ok. Non, mais le problème des socialistes, c'est qu'il faut quand même faut se concentrer pour comprendre, tu vois. Et dans la même interview, le gars peut dire des choses totalement contradictoires. Oui, c'est le contraire, quoi. Ok. Ouais. Mais non, mais sinon, en vrai, il y a en effet une distinction. Il y a comment ça marche à l'Assemblée nationale. Ça marche à l'Assemblée nationale parce qu'en fait, on travaille quotidiennement les uns avec les autres. Qu'on a 140 fachos en face de nous, qu'il faut quand même le mesurer, ça, dans ce que ça génère d'hostilité. Un bloc macroniste qui s'est certes réduit, mais qui est quand même conséquent. Donc oui, en fait, à gauche, on se parle et on essaie d'avancer des trucs les uns avec les autres. Après, les relations entre organisations, c'est différent, c'est parfois plus compliqué. On a eu, au moment, là, des discussions à l'Élysée, orchestrées par Macron, alors que c'était pas du tout son rôle, sur non-censure, etc. Il y a eu évidemment des débats, mais parce qu'en fait, stratégiquement, je pense qu'eux entretiennent des illusions dont nous, on s'est défait, quoi. Oui, c'est illusion perdue, en fait. En fait, d'ailleurs, on a eu du mal à comprendre ce qu'ils cherchaient exactement, parce que certains chez eux parlaient de gouvernement technique, ce qui est pour nous vraiment une négation de la politique et de ce pourquoi on est investi en réalité. Le gouvernement technique, c'est essayer de dire aux gens que de simples administrateurs suffiraient. Ça, c'est le rêve de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Donc, et surtout pas. Ça fait du néolibéralisme. Oui, voilà, ça fait genre la France a besoin d'être dirigée que par des techniciens, des technocrates. Non, d'abord, premièrement, non. Ensuite, il y en a qui ont dit qu'ils ont voulu une non-censure. On ne sait toujours pas ce que c'est. Et surtout, on ne sait toujours pas sur quelle base réelle. Donc, il y a eu quelques éléments programmatiques, mais là où c'est un peu bizarre, c'est qu'on nous explique par exemple que, en fait, il est inadmissible qu'il y ait par exemple une nouvelle loi immigration. Oui, enfin, sauf que le programme du Front populaire, il demande l'abrogation des lois à l'immigration. Donc en fait,
quand on sait quelles sont les bases, ce sont que des reculs. Et nous, on n'a pas été élus pour ça. Après Barnier, pardon, excusez-moi. Après Bayrou, vous pensez qu'il va encore avoir un autre Premier ministre ou la question, cette fois-ci, de la démission pourrait vraiment se poser? Parce que j'ai vu aussi Marine Le Pen, elle part aussi en mode présidentiel anticipé. Et là, le mot a été lâché, c'était, il me semble, dans Le Parisien. Elle avait parlé de ça. Et du coup, il n'y a pas que... Parce que j'ai vu les médias, hein, comme d'habitude, hein, les médias vous font pas de cadeaux. Hein. On va en parler tout à l'heure, mais... C'est normal. On les dérange. Vous les dérangez, j'ai l'impression. Mais les médias ils disaient tout le temps, Mélenchon, il force à chaque fois avec la présidentielle anticipée. C'est pas le seul à penser à ça. Il y a d'autres aussi bords politiques que le vôtre qui parlent aussi de cette question de démission. Est-ce que vous pensez que Macron, cette question va se poser, ou est-ce qu'on aura un autre Premier ministre, ça va durer 30 mois À un moment donné, il faut trouver une porte de sortie. Non, mais déjà, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand Jean-Luc Mélenchon ou des porte-parole de la France Insoumise parlent du départ de Macron, on nous rit au nez. Oui. Sauf qu'en fait, avec le temps, on voit d'abord que de plus en plus de citoyens et citoyennes estiment que Macron doit partir. Il est responsable de la situation. Qu'en plus, un certain nombre de personnalités politiques qui ne sont pas des insoumis du type le porte-parole des maires de France, qui est quelqu'un de droite, dit que Macron doit partir. Certains éditorialistes, ces faux journalistes là sur les chaînes info, nous expliquent que en fait c'est Renaud Dely aujourd'hui par exemple, un éditorialiste qui explique qu'en fait après Bayrou, la question du départ de Macron va se poser, Dominique de Villepin, en fait, voilà, beaucoup de gens, et maintenant Marine Le Pen. Oui. La différence, c'est que nous, comme on a anticipé ça, on a anticipé que... Vous anticipez toujours tout. Comme Barnier. Non, mais enfin, il faut quand même savoir que dès l'été, on a signé une tribune pour dire qu'il fallait la destitution d'Emmanuel Macron parce qu'il est responsable du bordel. On nous a ri au nez. On a porté cette motion de destitution à l'Assemblée. Marine Le Pen l'a bloquée justement au bureau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, Marine Le Pen dit qu'elle va se présenter aux élections présidentielles anticipées. C'est marrant ça quand même. Vous prévoyez tout, hein. Non, mais en fait, c'est logique. C'est logique. Exactement, c'est ça, c'est l'accélération d'une crise. Je crois qu'il y a un sondage qui est sorti sur les gens veulent le voir partir à 65%. Plus de 50% des gens sont acquis maintenant à l'idée de passer à une 6e République. En fait, il y a un dégoût de ce que, en tant que monarque qui utilise vraiment tous les travers possibles de la 5e République, de ce qu'il vient de faire dans la séquence, c'est quand même une dissolution. On repart en campagne, on y va et tout. C'est épuisant en plus. Il perd, Oui. il ne le reconnaît pas. On gagne, il ne le reconnaît pas. Il décide que c'est une trêve des Jeux Olympiques. Il met un mec de droite alors que la gauche a gagné. Le mec de droite tombe. Il nous met un mec du MoDem. En fait, il y a un aspect quasiment ridicule. Tu vois, il s'accroche au pouvoir. C'est une accélération de la crise. En plus, là, ils ont l'air de pas s'entendre très bien. Donc, il y a des communiqués toute la journée pour dire Bayrou va nommer son gouvernement. Macron dit que c'est pas vrai. Enfin, bon. Le truc est un peu ridicule vu de l'extérieur. Et ce qu'on voit, et ce qu'on a vu notamment pendant son allocution surréaliste, où en fait, il insulte les gens. Oui, vous avez rien compris, vous êtes stupide. Il est d'une arrogance complètement quand il avait dit, quand il avait parlé de la dissolution, il a dit on m'a pas compris. Oui. Il a dit vous êtes bête et moi je suis le meilleur. Mais au bout d'un moment, tu peux pas avoir compris tout seul. Et donc je pense qu'on arrive au bout de quelque chose. Et en effet, de plus en plus d'hommes, de femmes politiques le demandent. Et a fortiori, il y a une demande populaire. Enfin, quand on va en manif, en fait, les pancartes Macron démission, Macron destitution, elles se multiplient. Et la France, c'est un pays éminemment politique où les gens, ils vont pas lâcher l'affaire, en fait. Donc, de fait, moi, je crois pas qu'après Bayrou, quand il sera tombé, parce que c'est inéluctable, il puisse nommer une nouvelle personnalité qui élargisse le périmètre politique. Parce que ça donne politique, c'est l'Assemblée nationale. Or, elle est figée jusqu'à au moins juillet 2025, parce qu'il peut pas dissoudre avant. Il a dit qu'il ne le fera pas. Peut-être qu'il va revenir sur... Peut-être qu'il va revenir sur sa décision, mais je veux dire, 2025 va quand même être une année charnière, quoi qu'il arrive, parce que là, la situation ne tient pas en réalité. Et qu'en fait, on est un grand pays, on a besoin de prendre des grandes décisions. Donc, moi, je pense que la pression va s'accentuer sur lui. En plus, franchement, les gens, en fait, faut voir ce que vivent les gens dans le pays, quoi. Moi, à Aulnay ou à Bondy, les gens me parlent du fait qu'ils n'ont pas de profs remplacés, qu'ils n'ont pas de médecins, les prix des loyers qui explosent, les prix de la nourriture, l'alimentation. Et pendant ce temps-là, en fait, Macron joue avec la démocratie,
et avec les aspirations populaires, puisque je suis désolée, nous, dans notre programme, il y a la hausse du SMIC, il y a la réforme des retraites, il y a il y a un grand plan sur le logement, il y a tout ce qui fait que la vie des gens doit s'améliorer. Et ils jouent avec ça. Donc, à un moment donné, l'exaspération aussi, elle est là. En tout cas, vous êtes prêts pour la présidentielle anticipée. Le candidat naturel, c'est ton numéro. Non, mais en vrai, une présidentielle, c'est beaucoup de travail de préparation. Et donc, Manuel Bompard, avec qui tu as fait déjà des lives, il a écrit à Retailleau, ministre de l'Intérieur, pour dire est-ce qu'il y a une préparation du pays? Parce qu'on a vu aussi la dissolution, c'est pour les agents, pour les services, tout ça n'est pas évident. C'est catastrophique. Sur 35 jours en plus, je crois. C'est hyper condensé. Et donc, il a posé cette question. Pour le moment, on n'a pas eu de réponse. Mais en fait, nous, on s'intéresse vraiment à ça parce qu'il y a les 500 signatures, les parrainages à récolter pour avoir une candidature insoumise. Il y a le programme. Donc, nous, on est en train de travailler à sa remise à jour. On est quasiment prêt. On le sera pour le mois de janvier. Mais il y a toute une série de choses comme ça. En fait, une campagne, c'est du travail militant. Et donc, tout ça se prépare. Et donc, on le fait sérieusement. Et je pense qu'on le fait plus sérieusement que les autres forces politiques du pays, mais de la même façon qu'en réalité, au moment du nouveau Front populaire, si une grosse partie du programme c'est l'avenir en commun, c'est aussi parce qu'on a travaillé avant. C'est parce qu'on ne prend que la question. Bah oui, d'ailleurs, dès 2022, quand on a vu déjà la minorité, enfin la majorité relative, donc une minorité présidentielle, dès le départ, et lorsqu'on peut déposer des motions de censure après tous les 49.3, nous disions déjà, nous sommes prêts à une dissolution. Et effectivement, la population a pu voir qu'on était prêt à la dissolution, c'est-à-dire que quand il a fallu entrer en campagne, on a été très vite prêt, parce qu'on avait un programme. Et donc, dans une négociation, Clémence, je pense que c'est utile, et qu'on avait aussi une logistique militante prête. En fait, on est tout le temps prêt parce qu'on sait que depuis des années qu'il y a une crise politique qui amènera forcément à ce qu'à un moment donné, on retourne vers le peuple pour lui demander son avis. Or, en France, on a l'impression que tous ces gens habitués à la Ve République ont peur des élections. Nous, à chaque fois, on dit, mais quand le règlement des conflits politiques, c'est l'élection. Et donc, je vois que certains nombres de forces politiques peut-être ne sont pas prêtes à aller à ces élections et essayent de ménager Emmanuel Macron, alors que c'est lui le responsable de la crise, à essayer de voir s'il est possible de faire des choses avec lui. Je pense que ce n'est pas possible. Vous faites référence à qui? Je ne sais pas, des gens qui vont d'abord à l'Élysée et puis qui après j'ai compris. Il ne faut pas aller à l'Élysée parce que c'est à l'Assemblée, des gens qui disent nous allons ton devoir. Enfin, voilà. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé à la Réunion? Laquelle? Il y en a eu plein. Celle de Macron. Macron, il a ramené les différentes forces politiques à discuter autour d'une table. Et moi, en stream, je disais, mais allez-y, vous avez du homard à 500 €, allez-y. Je sais pas. Déjà, on n'est pas des gratteurs. Non, c'était une blague que je faisais en stream à chaque fois. À chaque fois, je voyais Emmanuel Bompard faire son communiqué, n'y allez pas. Mélenchon, il disait, revenez à la maison et revenez à la raison, je sais pas quoi. Je suis en mode, mais allez-y quand même. Mangez bien et tout, et après... Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est lui qui fixe le cadre, et c'est lui qui fixe le sujet de la conversation. Parce que, et c'est pas normal. Excuse-moi de te couper, vous avez déjà fait une réunion, vous avez déjà rencontré Emmanuel Macron, il me semble. Dans d'autres circonstances. Dans d'autres circonstances, oui, voilà, c'est ça. Là, il dit, venez, on va parler pour faire un gouvernement d'union nationale. Et on n'est pas d'accord. En fait, ce sont des adversaires politiques. C'est vrai. On n'a rien à faire avec eux. On propose exactement l'inverse de ce qu'ils viennent de détricoter sur les services publics pendant 7 ans, de l'injustice sociale qui a grandi, du fait qu'ils n'ont rien foutu sur la question écologique. Donc en fait, et moi en plus je suis persuadée, y compris stratégiquement à long terme, qu'avec les scores de l'extrême droite, qu'il faut prendre au sérieux, même si on est arrivé en tête aux dernières élections législatives, cette idée de tambouille, on est tous ensemble, et puis on discute, et puis on finit par se mettre d'accord parce que finalement tout ça... En fait, non, on n'est pas d'accord. Et je pense que le dire très nettement, ça nous rend audibles. Oui. Et ça nous rend audibles pour la suite. Parce que si jamais il n'y a que l'URN qui tape à raccourci sur Macron et qui ne va pas au rendez-vous, il n'y a plus d'alternative de gauche. Voilà. Et donc moi, je pense que c'était une connerie fondamentale d'y aller. Au-delà du caractère complètement déplacé du fait d'avoir provoqué ces rencontres. Et juste, je voulais dire aux gens, inscrivez-vous sur les listes électorales. Oui. Parce qu'on se dit... Déjà, comment c'était la dernière fois, en fait, déjà pendant la législative, pour certains, ça a été difficile de voter. On a envoyé des gens au tribunal judiciaire, etc. Pour moi aussi, j'ai réussi à voter. Mais il fallait que j'aille dans mon autre ville parce que j'avais déménagé, mais j'ai pas fait de... Il faut regarder avant, c'est ça. Il faut regarder maintenant, comme ça, pour la prochaine présidentielle, tout le monde est prêt. Promis, je le ferai. Ou législative, quelle qu'elle soit, mais il va y avoir des élections. Alors, on va changer de thème. On va venir sur la question des médias.
Vous faites beaucoup de médias, beaucoup de médias. Quel regard portez-vous sur la manière dont l'information est traitée aujourd'hui? J'ai ma petite idée, mais... Bah, Clément, ça fait plus des médias que moi déjà, donc peut-être tu peux parler davantage. davantage. Pas des masses. En fait, on a des rapports un peu tous différents aux médias. Moi, j'en fais pas des masses parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps en fait et qu'on a plein d'autres choses à faire. Très souvent, c'est très bête en fait comme exercice. En fait, on te pose des questions sans avoir aucun intérêt pour la réponse que tu vas apporter. Il y a un cadrage idéologique qui, sur plein de médias, est celui de l'extrême droite. Donc, en fait, tu te retrouves à être mis en accusation en permanence. C'est des gardes à vue. Voilà, sans pouvoir être dans la proposition. C'est hyper désagréable. Et puis, quand on le fait, il faut être bien préparé et être combatif, du coup. Donc, moi, j'en fais un rythme un peu... mesuré, variable, y compris, je suis contente qu'il y ait des formats comme ça qui existent. En fait, c'est fou de dire ça, mais c'est agréable d'avoir le temps de répondre à des questions. D'avoir le temps de répondre. Oui, parce que le journaliste, il n'écoute même pas la réponse, il va essayer de vous piéger dans 100% des cas. C'est pour ça qu'en fait, tout à l'heure, je disais les éditorialistes, les faux journalistes, parce que, y compris dans l'évolution des chaînes info, en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent sur des plateaux et qui sont supposés connaître tout à 360 degrés, qui ne traversent pas, enfin qui ne sortent pas de leur petit microcosme, mais qui vous expliquent la vie et qui sont dans une hostilité, mais d'une violence, enfin rarement atteinte. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, quand un député ou un porte-parole France Insoumise vient sur un plateau, on vient le couteau entre les dents. Enfin, vraiment, c'est très hostile. Et puis c'est vrai, ce que tu disais, Clémence, sur un cadrage très lié à l'idéologie dominante, donc qui est réactionnaire d'extrême droite, islamophobe, raciste, etc. etc. Et donc, voilà, il y a une difficulté. Et puis moi, par exemple, j'en fais pas beaucoup, en fait, mais je suis pas beaucoup invitée. Mais je suis pas beaucoup invitée. Mais je crois savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'en plus, moi, je suis quelqu'un qui m'exprime un peu beaucoup sur les réseaux sociaux et je suis quand même assez virulente avec les médias. Et je sais qu'il y en a certains qui me boycottent. Parce que je sais que notre collègue Daniel Obono, on la voit souvent. On a aussi David Guiraud qui met ses punchlines. Mais y compris Daniel, c'est récent en fait. Je suis désolée, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'invitations. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'invitations de femmes noires. Je suis désolée. Et puis, il y a aussi un certain regard sur nous, sur les députés FI. Nous serions violents, agressifs, éruptifs. Pourtant, vous gardez votre calme, c'est les journalistes. Mais c'est pour ça, mais ce n'est absolument pas justifié. Mais en fait, à un moment donné, quand tu as une image préfabriquée, tu n'en sors pas. Et par ailleurs, on n'est pas aidé par certains qui alimentent ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'un jour on pourrait vous voir sur TPMP ou sur CNews Impossible. Ils vous ont déjà contacté ou pas? Ouais, ils essayent tout le temps en fait. Ah ouais? Non, parce que... Non, mais ça, en vrai, c'est un vrai débat qu'on a eu. C'est un vrai débat. Parce que moi, j'ai eu... un vrai débat qu'on a eu dans le groupe, parce qu'il y a des gens qui... En fait, il y a eu un moment où on a eu un débat, est-ce qu'il faut aller partout ou est-ce qu'il ne faut pas aller partout? Et on avait tranché ce débat en disant il faut y aller parce qu'en fait il y a une puissance médiatique, etc. Après, depuis plusieurs années, on a essayé de construire nos propres médias et notamment la puissance qu'on a collective de tous nos réseaux cumulés sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle est incomparable en fait. Mais voilà. Et après, il y a est-ce qu'il faut continuer d'y aller quand à un moment donné, c'est ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire uniquement un dégueulis raciste, islamophobe à longueur d'antenne. Il y en a qui dit il faut aller leur... Alors... Non mais c'est ça, et voilà, moi j'ai été invitée sur TPMP pour sur des polémiques racistes. En fait, j'ai refusé, je suis jamais allée. Je suis jamais allée, et CNews, je l'ai fait une fois en 2017, et je me suis dit que je ne le ferais plus jamais. En fait, en vrai, CNews, ce qu'il y a, c'est que sur CNews, bon, déjà, c'est le summum de l'abjection raciste, islamophobe, réactionnaire, homophobe, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'en vérité, sur d'autres médias, on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, sur CNews, ils sont juste plus décomplexés, un peu plus grossiers, un peu plus vulgaires, un peu rigolards. Et même parfois, en fait, il y a même des gens qui regardent CNews. Franchement, moi j'ai déjà rencontré des gens qui me disent regarde CNews tellement c'est grossier pour rigoler, enfin tellement c'est pathétique. Mais ensuite, ils ont quand même aussi quelques formats, on va dire acceptables, du type. Non, mais après c'est vrai. Acceptable. Non, mais en fait, tu sais, toutes les chaînes info, elles ont un format type grand jury.
où c'est pendant 1 heure, il y a 3 journalistes qui interrogent un invité, et ça, c'est le truc qu'il y a sur toutes les chaînes. Oui, Manon Bré, elle a voilà, bon, bah, donc ça, à la limite, peut-être on peut le faire, c'est ce qu'on se dit. Après, parfois, sur des moments très chauds de l'actualité, très spéciaux, on peut faire une réaction, mais la réalité, c'est qu'ils nous invitent tout le temps, parce qu'ils essayent de faire mine d'être pluralistes. Mais en fait, le pluralisme, si tu comptes pas les éditorialistes qui sont autour, c'est mytho, parce que tu peux avoir quelqu'un, un invité de gauche, si tu as 4 journalistes qui en vérité c'est la même ligne, c'est pas pluraliste. D'ailleurs, vous en pensez quoi de la décision récente de l'Arcom sur la fermeture de C8? Moi, je pense que c'est une petite diversion. Ouais, en fait, C8, c'est un élément du groupe Bolloré, mais en fait, le vrai problème, c'est CNews. C8, c'est bien gentil, mais en plus, les programmes peuvent migrer ailleurs. Oui, c'est ça. Il l'a déjà annoncé. Voilà, le problème, c'est CNews, et je pense que là, il y a eu une volonté de ne pas s'attaquer frontalement à Bolloré. Parce que franchement, il faut voir, pendant la campagne législative, et pourtant, moi, sur ma circonscription, de Aulnay, Bondy, Pavillon-sous-Bois, j'ai été élu au premier tour. Mais en fait, quand tu discutes avec les gens, tu réalises quand même les effets de la propagande. Donc j'ai fait J'en ai pas la Manuel Paris. Voilà, en Seine-Saint-Denis, donc là où je suis élue. Mais entre les 2 tours, j'ai été dans l'Est de la France soutenir Martine Etienne, une ancienne députée qui n'a pas été réélue, même si entre les 2 tours, elle a fait une grosse remontée. Mais voilà. Et en fait, la propagande, c'est terrible. C'est-à-dire que quand on vous donne un argument, on le débunk, entre guillemets. Ah oui, mais c'est pas ce que j'ai entendu sur CNews, à la télé. Et en fait, il y a ça. Vous justifiez à chaque fois pour dire que c'est faux, attention. Mais en fait, le problème, c'est que comme il y a des gens en France qui sont isolés, c'est-à-dire que seuls, en fait. Des fois, déjà isolé, parfois, tu vis seul. T'as que la télé. Ou alors, quand tu sors, t'as le bar du coin, quand il y en a un, c'est ça en boucle. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, en fait, il n'y a pas beaucoup de lieux de contre-discours. Et moi, je dis souvent qu'il y a plus de contre-discours en bas d'une tour, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'habitants. Quand tu vois un mec en bas de l'immeuble, ça discute au quartier, il dit des conneries, tu as des gens autour pour lui dire non mais attends, tu racontes n'importe quoi, voilà. Déjà être avec des gens et pas être dans son petit couloir. C'est ce que je fais à travers tout. Je suis obligé de débunk à chaque fois. Non mais c'est pour ça que c'est important ce genre de médias en fait. Et je pense que il faut investir ça, il faut les multiplier. Et puis la première chose qu'on ferait si jamais on gagne, c'est une loi contre la concentration des médias. Parce qu'en fait, on tourne autour de l'empire Bolloré. La captation par quelques milliardaires, c'est une captation idéologique et à échelle de masse, entre guillemets. Donc, il faut s'attaquer assez frontalement à ça. Il n'y a plus un réel pluralisme, notamment sur les chaînes de télévision. Donc, ça devrait être de notre ressort, mais ça a été complètement sacralisé, c'est-à-dire qu'on a considéré que le droit à l'information était plus vraiment un droit, mais que ce qui prévalait d'abord, c'était le droit à posséder le média et ensuite à diffuser ce que tu voulais. Donc, heureusement, il y a des journalistes qui font encore très bien leur travail et il y a des médias indépendants, etc. mais on parle des chaînes d'information en continu notamment. C'est vrai qu'il y a un énorme souci d'orientation idéologique, quoi, véritablement. En plus, le problème, c'est qu'il y a quand même, comme on est dans un monde très compétitif dans les médias, quand même, en vrai, il faut faire des vues, du clic, de l'audience. Donc, du coup, par exemple, on a vu par exemple qu'une chaîne comme BFM TV parfois avait tendance à aller vers un peu la ligne éditoriale un peu plus réactionnaire, un peu moins. Et donc, du coup, ça se diffuse parce qu'en fait, il y a une concurrence. On se dit, tiens, telle formule, ça marche bien, on va essayer de faire pareil. Et donc, du coup, c'est assez malsain, ça tourne en rond. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu, il y a 5 ans et aujourd'hui, BFM TV, ils y vont quand même. Déjà, je me souviens à l'époque, je ne sais plus qui avait dit ça, qui avait appelé BFM TV BFN. Ça avait fait polémique. Et pourtant, le BFM TV de l'époque, franchement... Mais c'est une nouvelle manière de faire du journalisme aussi. L'émotion, susciter l'émotion, c'est une nouvelle manière de... Oui, et puis le rythme, et puis tout ça, mais du coup, ça te donne de la pensée qui est pétrifiée, quoi. T'as pas le temps d'avoir un réel débat, en fait, avec la personne qui est en face de toi. Ils ont juste envie que tu dises une polémique qui va alimenter leur propre chaîne pendant les 6 prochaines heures. C'est un peu absurde. En vrai, il y a je voyais ça dans le chat, il y a Acrimed qui a fait un énorme boulot, et notamment
tiens, je fais un peu de promo pour le livre ça me dit, l'Institut La Boétie, TFN, ouais. N'hésite pas, qui s'appelle La Résistible Ascension et qui est sur l'extrême droite, dans lequel il y a plusieurs chapitres sur comment l'extrême droite se sert des faits divers pour politiser les peurs, notamment avec un versant raciste très fort, et ça produit ensuite un électorat, et aussi sur un décryptage d'Acrimed sur comment il y a eu autant de une sur Bardella pendant la campagne des européennes, et sa recette de cuisine, et regardez à quoi il ressemble, etc. Un cadrage en fait hyper bienveillant et dédiabolisateur du Rassemblement national, et tout ça finit par avoir un effet performatif dans l'effet de répétition. Et donc, heureusement, il y a vraiment, encore, je le redis, mais heureusement, il y a encore des médias indépendants qui essayent de faire leur travail. Mais c'est vrai que la puissance de l'argent, quand tu es obligé de faire un Tipeee ou je sais pas quoi pour essayer de monter ton truc, évidemment, c'est pas la même puissance, quoi, que la puissance capitalistique pure. Donc, non, je pense que c'est un combat fondamental. Et on a un collègue qui s'appelle Aurélien Saint-Toul, qui a fait une commission d'enquête. Ah oui, je le connais bien. Sur les chaînes d'infos. On l'a tout suivi. On l'a tout suivi en stream. Et en vrai, c'est un travail indispensable, quoi. C'est un client, lui, je l'aime bien. De pouvoir convoquer les gens et de dire à Bolloré, alors, et à Hanouna. Ben voilà. Ça a précipité la fermeture de C8, on va dire, non? Donc ça a participé au paysage, quoi. Ouais. Ok. On va un peu parler de vous. En tant que député. Vos emplois du temps doivent être très chargés. Je suppose, ça vous êtes un peu fatigué ou ça va? Bah ouais, mais en même temps, c'est comme tout le monde parce que c'est la fin de l'année aussi, mais bon, c'est vrai que... Comment trouvez-vous du temps pour vous? C'est-à-dire... On va dire... Pour vivre. Non, mais qu'est-ce que vous faites en dehors de votre vie de député? Est-ce que ça vous arrive de lire, jouer à des jeux, vous occuper de vous, faire du sport? Alors, déjà, lire, on est un peu obligé, mais c'est vrai que parfois, on ne lit pas forcément les choses qu'on aimerait lire. C'est-à-dire que parfois, on lit des choses pour le boulot parlementaire. Mm-hmm. Mais là, par exemple, ce dimanche, j'ai prévu un hammam avec... voilà. Bien. Mais après, c'est vrai qu'en fait, on a très peu de temps. Moi, par exemple, j'essaye de lire le soir avant de me coucher, mais c'est compliqué. Donc, ça met du temps de lire parfois un livre. Ça absorbe toute... ça absorbe beaucoup d'énergie. Et en fait, le truc, c'est que... Tu fais du sport, quand même. J'essaye, mais ça fait longtemps. Là, mieux que moi. J'essaye. Mais ouais, à la salle, vite fait. C'est quoi, c'est de la muscu ou... Non, mais vite fait. Vraiment, le truc de base, un peu de cardio de base, mais ça fait longtemps, là. Et toi, Clémence? Non, en vrai, on a un rythme qui est pas... Mais d'ailleurs, en vrai, l'Assemblée s'est féminisée beaucoup, c'est rajeuni, mais c'est toujours un rythme qui a été conçu ou prévu pour plutôt des vieux hommes notables qui venaient de leur circonscription, qui passaient 3 journées ou 4 journées dans la semaine loin de la famille, et ça devait plutôt être leur épouse qui s'occupait des enfants notamment, etc. En fait, il y a un rythme à l'Assemblée qui est quand même très patriarcal, quoi. Et quand on finit à minuit tous les soirs, je veux dire, c'est normal, quoi. Donc ça laisse peu de temps finalement, sans parler de nos autres responsabilités politiques, militantes dans le mouvement, etc. Moi, je lis. C'est un truc pour ma santé mentale indispensable, donc je m'astreins à lire, et plutôt des romans. Oui. J'ai plutôt pas des trucs... pas des essais, ouais. Pas des essais. Oui. J'ai du mal, en fait, parce qu'on en bouffe tellement. Oui, c'est ça, en fait. Des romans de type... non, là j'ai fini avant-hier Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, parce qu'il y a une adaptation au cinéma, et avant d'aller voir l'adaptation au cinéma, je voulais relire le livre. Non, les gars, elles ne lisent pas One Piece, arrêtez les gars. Non, j'ai pas lu One Piece. Mon frère les a tous lus, mais moi je les avais pas lus. Moi c'était mes enfants. Mais en fait, c'est vrai que le dernier livre que j'ai lu, c'était un roman, mais c'était un roman à clé. Ça s'appelait Les derniers jours du printemps républicain ou du Parti socialiste. Ah oui. Et Aurélien Bélanger. Ouais, parce qu'avant j'étais au Parti socialiste. Ouais. Et du coup, c'était un roman à clé, mais c'était marrant. Mais c'est le dernier que j'ai lu vraiment de roman. Sinon, après le reste, c'est des excellents ouvrages. Tu la vois ici, voilà. Pas de jeux vidéo non plus, rien. Non, moi je suis pas jeux vidéo non plus. J'ai jamais été trop. J'ai jamais fait, j'avais pas de console quand j'étais petite et tout. Ouais. D'accord, pas de problème. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. En tant que femme, est-ce que vous avez des anecdotes marquantes à partager sur votre parcours politique?
Anecdote marquante, c'est-à-dire. Une anecdote comme ça. Moi j'en ai plein, mais je suis plus âgée que Clémence. En plus, avant j'étais au PS. Oui, parce que j'ai vu que des gens avaient indiqué que j'étais porte-parole du PS, c'est vrai. Mais par contre, je n'ai jamais soutenu Manuel Valls. Désolée de préciser. Non, mais j'ai soutenu le travail, des choses de société. Non, surtout pas. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis barrée. Mais c'est souvent des choses qu'on m'oppose d'ailleurs là-dessus. Sur mon parcours, ma parcours politique. Mais j'ai plein d'anecdotes et je pense que j'en ferai un bouquin justement. Ah ouais? Je pense que ça serait plus intéressant que le. Ouais. Parce que j'ai vu une polémique récemment. Hier, il y avait une émission sur BFM TV et ce matin, j'ai vu une altercation entre Julien Audoul et votre collègue Manon Bry. Ah oui, oui. Oui, en fait, sur le vélo et tout. Des anecdotes sur le sexisme, ça en politique, on en a plein. Dans l'hémicycle. Donc là, il y a des personnes. Non, mais hémicycle ou même la vie militante et politique. Ouais, on a plein en fait. Mais d'ailleurs, c'est quand même ce qui est. C'est quand même un point commun à pas mal d'organisations. On est aujourd'hui dans des organisations, nous, progressistes. Il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait là-dessus. Mais voilà, je trouve que c'est assez. C'est quand même. Ça existe, quoi. Faut pas le nier. Et on sent quand même que pour certains hommes politiques, la féminisation du mandat de député est un peu difficile à admettre. Bien sûr. Ça, on peut pas le nier. Mais oui, enfin, je veux dire, structurellement, comme dans plein d'autres milieux, on vit avec le patriarcat. Donc là, c'est un milieu en plus de rapports de force, compétitif entre les individus. Donc de fait, c'est exacerbé. Donc de fait, quand on est une femme, c'est plus dur. Quand on est une femme noire, c'est plus dur. Ah si, j'ai une anecdote récente. Vas-y. Dis-nous. En fait, je sais. Alors, c'était pendant les débats sur le budget. Et donc, nous, Clémence et moi, on débutait au perchoir. Ça se passait plutôt bien. Puis à un moment donné, il y a une contestation. Non, il n'y a pas eu une contestation. Il y a eu des discussions sur la durée des débats. On voulait aller vite. Okay. Mais il y a quand même nécessité de défendre des amendements, etc. Et il y a un certain nombre de groupes qui faisaient un peu d'obstruction, donc il y avait beaucoup d'amendements à défendre. Et en fait, à un moment donné, donc, au pied de l'hémicycle, il y a une suspension de séance. Et donc les présidents de groupe s'entendent, président et présidente s'entendent pour cadrer un peu les débats. Okay. Et il y en a un qui est un député qui vient juste d'être élu, donc a fortiori j'ai plus d'expérience que lui en tant que député. Je revendique aussi le droit d'aînesse. De temps en temps, ça peut être utile. Et en fait, il me dit, oui, mais c'est parce que vous manquez d'autorité. Et je suis désolée, c'est le genre de remarque que je ne fais pas. Oui, voilà, j'ai pas accepté, évidemment. Mais en fait, ce qui est positif, pour le coup, c'est qu'il y a des gens qui étaient autour qui ont réagi. Et c'était pas que des femmes. Donc, je voulais quand même. Oui, c'est ça. Depuis Cécile Duflot en robe et tous les mecs qui s'étaient mis à imiter des poules dans l'hémicycle, ça c'était il y a quoi, 10 ans. En vrai, il y a du chemin qui a été fait. C'est clair, on le voit. On sent qu'il n'y a plus la même. Il y avait une ambiance, je pense, très viriliste, qui n'est plus aussi accentuée que ça. Mais c'est vrai que, en plus, les exercices qu'on fait en tant qu'hommes et femmes politiques, et notamment prendre la parole en public, c'est plutôt des exercices dans lesquels les référentiels, c'est des hommes. Oui. Donc, c'est des grandes voix graves, c'est pas nos physiques à nous, qui sommes des petites femmes. Il y a plein de choses, en fait, où on ne correspond pas à ce qui était attendu. Et moi, je sais que dans le groupe, il y a des collègues femmes, quand elles s'expriment encore dans l'hémicycle, on nous dit qu'on parle trop fort ou trop aigu. Ah, les commentaires sur la voix, là, c'est insupportable. Et en fait, on n'y peut rien. C'est nos voix, quoi. Les commentaires sur la voix, ou alors tu vois que alors, ils ont l'air comme ça. Voilà, ou alors on dit, il y a des gens qui crient moins fort, y compris des députés femmes. Ouais. C'est toujours les mêmes, c'est toujours le même coin de l'hémicycle. Et puis quand certaines femmes parlent, il y a un brouhaha spécifique. Ça se calme un peu, mais franchement, ça existe encore. Et enfin, voilà, moi je trouve que c'est quand même. Et pareil, en fait, quand une femme prend la parole dans l'hémicycle, il n'a pas forcément la même attention. Oui. Donc le brouhaha, il est lié aussi à ça. Bon, bah, c'est une bonne femme qui parle, on peut discuter. Ouais. Sans rentrer dans les détails, vous êtes arrivé en politique par hasard ou vous êtes toujours intéressé à la politique? Moi, j'ai des souvenirs de discussions politiques avec mes parents, mais ils n'étaient pas du tout militants. Okay. Donc, disons, le militantisme, c'est un truc que j'ai découvert à la fac. En arrivant dans mes études supérieures, ils n'étaient pas... Et puis, on habitait vraiment dans un coin très rural, donc même aller à des manifs, etc., c'était pas mon quotidien, quoi. Donc,
y compris ce que je fais, leur paraît un peu lointain et pas trop leur univers, quoi. Mais par contre, je me souviens de la tête de Le Pen le soir de la présidentielle à la télévision, et je me souviens qu'on discutait beaucoup de politique, quoi. Okay. Moi, dans ma famille, mon père était assez militant. Et ma mère, quand elle était femme de ménage, et à son boulot, elle a créé pour la première fois une section syndicale. D'accord. Oui, mon père, il était plutôt militant, enfin, nous, d'origine franco-congolaise, donc il était militant un peu de l'opposition au pouvoir de là-bas. Je me souviens, je crois, un de mes premiers souvenirs, c'est quand il y avait un mouvement étudiant. Et ça se passait à la fac de Villetaneuse, il y avait une AG, j'ai dû l'accompagner. Je regardais beaucoup d'émissions politiques avec lui. En fait, je regardais avec lui le foot et la politique. Le foot, ok. Ouais. Et ma mère, elle a créé ce syndicat-là. Et le premier souvenir un peu militant, c'était pas vraiment du militantisme politique, mais le premier souvenir que j'ai, c'est quand ma mère, moi j'avais 5 ans, et on a passé la journée entière chez un bailleur social pour avoir un logement. Ok. Et on l'a eu. Voilà. Merci. Donc, mais voilà, oui, ça a toujours existé. Mais c'est vrai que moi, j'ai mis du temps à aller dans des partis parce que je ne les trouvais pas. Enfin, je trouvais que ça ne me correspondait pas. Mais... Est-ce que vous avez une destination préférée, un endroit où vous aimez vous retrouver pour vous ressourcer? Les voyages, tout ça. Il n'y a pas que de la politique, hein. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai peur de l'avion. Donc. Ok. Bon, alors ça tombait bien quand j'avais moins de revenus, j'avais un bon prétexte. En fait, même si j'ai plus d'argent qu'avant, je voyage pas tant que ça pour les vacances. J'ai peur de l'avion. Et après, pour ne rien arranger, je n'ai pas le permis de conduire. Ah ouais? Donc mon compagnon non plus. Donc en fait, tu découvres que ta collègue n'a pas le permis. Non, parce qu'elle a le permis. J'ai grandi, j'avais pas le choix. Voilà, pas le choix. Bah, moi, le problème, c'est que. Oui, Non, mais le problème, en fait, en Ile-de-France, c'est que moi, pendant longtemps, pour le permis, c'est que d'abord, pendant longtemps, mon compagnon avait le permis. Enfin, de mes enfants avaient le permis, donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que quand j'avais le temps, j'avais pas l'argent. Et maintenant que j'ai un peu l'argent, j'ai pas le temps de le passer. Donc, et puis en plus, Avec on trouve toujours un prétexte pour pas le passer. Bah après, elle a Du coup, t'as encore moins le temps. Non, mais du coup, mes destinations de vacances sont quand même limitées. Ah, c'est vrai. La phobie. Donc en fait, il faut qu'il y ait une gare, C'est vrai. histoire. Donc j'aime bien aller genre Nice, c'est pas mal parce que du coup, en fait, il y a une gare et en fait, on peut prendre le train pour aller sur différentes villes pas loin. Enfin, désolée, j'en suis là. Hein. Et sinon, je vais avoir rassuré comme Et explication. sinon, je vais en vacances avec des. En fait, je pourrais vachement faire un guide pour aller en vacances pour ceux qui n'ont pas le permis. J'ai déjà organisé Ça un truc. intéresserait plein de gens. Ouais, je pense que ça intéresserait plein de gens. Ouais. Il y a plein de gens qui n'ont pas le permis qui cherchent des destinations comme ça. Moi, je vis chez mes parents. Pour quand j'ai besoin de calme et de souffler, de m'écrouler un peu. Enfin, je veux dire, c'est très classique. Et en plus, là, j'y vais en fin de semaine pour Noël. Voilà, avec les bus à Nice, on peut aller en haute montagne. Donc c'est exactement ça. Il n'a pas le permis aussi, hein. Il n'a pas le permis, hein. Il connaît bien. Tu peux aller à la mer, tu peux aller à la montagne. Enfin. C'est vrai. Bon après, c'est un peu cher, mais. Il y a Eric Ciotti aussi, mais bon, si tu t'arranges et tu planifies, ouais, ça peut. Ouais, il y a Eric Ciotti, ouais. Mais je sais où est sa permanence, par exemple, parce que ça fait plusieurs fois que je vais à Nice. Je fais des photos devant. C'est bien, vous regardez beaucoup le chat Twitch et tout. Vous aimez bien la plateforme. Bah ouais, carrément. Vous êtes tous sur la plateforme maintenant, j'ai vu la France Insoumise. Est-ce que vous connaissez des streamers Faut ou pas? pas aller à. On connaît toi? Bah, il n'y a pas que moi quand même. Il y a des Un mecs beaucoup streamer plus connus que moi. Des créateurs de contenu, Bah, même il y sur a YouTube. Raz. Ah, vous connaissez. Oui, mais en Il y a fait. Cassandre. Ouais. Ah, et qui avait écrit aussi le livre sur la Ouais, poésie. exactement. Et la parole d'honneur aussi. Parole d'honneur, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que. Moi, j'aime bien Océane. C'est un peu un guilty pleasure. Je peux le dire ou pas? Tu peux le dire. Non, parce qu'en fait, quand j'ai besoin de vider mon cerveau, je suis une femme de TikTok. Je Ok. scroll, mais. Ah, c'est t'as vrai. TikTok. C'est horrible. Ça y est, c'est horrible. t'as basculé. Et donc, je regarde, donc pas sur Twitch, Mhm. mais Océane sur TikTok. Mais j'ai une alliée, je le sens là-bas. Ok. Non, mais moi, en fait, je suis un peu longue à la détente. C'est-à-dire que, en fait, des fois, je vois sur Twitter des gens super intéressants et tout, machin, hein. Et c'est après que je réalise qu'ils font Des chaînes Twitch. Oui, Ok. voilà. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, je pourrais pas dire de tête, mais c'est vrai qu'il y a la plupart il y a pas mal de gens que je suis sur Twitter, en fait, après, je réalise qu'ils ont des chaînes.
Squeezie, vous connaissez. Oui, mais bon. Oui. Mais tu vois, moi, je regarde des vidéos YouTube de Squeezie. Voilà. Ok. Je vais pas le regarder jouer aux jeux vidéo, en fait. Je joue pas moi-même, tu vois. Enfin, je pourrais peut-être, d'ailleurs. C'est des gens qui font ça. Ok. Moi, j'ai peur de tomber dans le... Je regarde beaucoup de vidéos YouTube aussi. Pareil. Tu consommes toujours des. Est-ce que vous nous conseillez des chaînes Twitch? À part TikTok, c'est pas celle-ci. bien pour vous. Ah bon? TikTok, c'est pas bien pour vous? Des Oui, chaînes c'est- Twitch. C'est Moi, je peux vous conseiller. l'actualité, la chaîne Twitch, mais j'y arrive pas pour Il n'y a l'instant, pas beaucoup mais de on va le politique. faire. Il y a pas Ah beaucoup de putain, politique. il y a quelqu'un qui t'a cramé. C'est toujours d'actualité, la chaîne Twitch. C'est vrai que tu dois en faire une. Mais oui, C'est vrai je que tu avais dit que tu voulais faire ça. Non, mais je sais. Mais Il y a Daniel c'est dur, Obono quoi. qui a une chaîne Twitch. Oui. On je a sais, ouais. Antoine Léaumont qui tient aussi un stream chaque semaine. Ah oui, c'est vrai. Il y avait aussi Hugo Bernalicis qui faisait. Oui, Aussi, il oui. s'était fait cramer dans l'émission. Ouais. mais- Et d'ailleurs, il veut faire évoluer le règlement là-dessus. Tout le monde, je le dis parce que tout le monde le sait. On a hein. pas le droit de le faire. On a pas le droit de stream. Il y a des interprétations du règlement qui font que c'est contestable. J'ai vu en plus, il y avait une loi que vous avez signée, je crois, une loi sur les créateurs de contenu. C'était sur les influvoleurs. C'était le truc de. Ah ouais. C'est en rapport avec l'adresse, je crois. Parce que je crois, j'ai vu des tweets où il y avait la possibilité de connaître le nom, le prénom, l'adresse du streamer et tout. Non, c'est pas tout ça. Non, c'était pas ça. En fait, non, c'est non. En fait, nous, on avait au début avec François Picmal, on avait qui est de mon groupe parlementaire, on avait commencé à faire un Ok. texte sur la régulation. En fait, c'était au moment où Boba avait parlé d'influx voleurs et tout. Ah oui. Et moi, il se trouve qu'en 2022, pendant la campagne législative, j'avais rencontré une mère de famille qui m'avait parlé des arnaques dont avait été victime son fils. Donc, elle me dit, ouais, il faut faire une loi. Donc, on avait commencé à faire ça. Ensuite, il y a eu le collègue du PS, Antoine Delaporte, qui a fait un truc avec un député macroniste. En fait, c'était pour réguler ce système, réguler le système de... Enfin, par exemple, en vrai, il y a beaucoup d'activités commerciales détournées. Le fait, par exemple, de déclarer son entreprise ou son assurance en France ou pas en France, le fait de mettre... nous, on voulait aller loin quand il y avait des arnaques, c'est-à-dire en fait faire un système d'affiches, afficher les gens. Ok. Enfin, voilà, c'était ça. Mais en tout cas, pas de recherche comme ça. Ouais, c'était ça, la proposition de Ah loi. oui, non, mais ça c'est récent. Ça, Oui, c'est récent, c'est tout récent. Ah, tu parles de parce que ça? Oui, je parle de Ah, ça. ok. Oui, mais parce qu'en fait, justement, dans le débat sur les influx voleurs, Oui. on avait commencé à parler de ça, en fait. Parce que moi, c'est à partir de ça que j'ai vu. Il y avait, T'as vu qu'il y avait d'autres choses? il y avait d'autres choses, non? Et j'ai vu des petits extraits sur Twitter comme ça où il y aura mon nom, prénom, adresse, tout ça. Et pour les femmes, ça peut être aussi très dangereux. Genre, je me dis, il y a des streameuses aussi qui peuvent se faire harceler par des personnes mal intentionnées sur Faut que Internet. j'investigue là-dessus, mais parce Ouais, que... pour c'est le dans- pour être honnête, je l'ai pas regardé. non. C'est dangereux. Non, mais parce que, attends, je suis pas sûre parce que, en fait, le problème, c'est que souvent avec les textes de loi ou avec les amendements, parfois il y a des gens enfin, après c'est pas forcément à tort ou à mal, hein, mais parfois en fait il y a des textes, des bouts de textes qui sont pris, et si tu les remets pas dans leur contexte, ça peut être déformé. D'accord. Par exemple, récemment, il y avait un amendement dans le budget et des gens l'ont interprété comme on veut prendre du financement sur les personnes handicapées pour autre chose. Et c'était pas du j'ai tout vu ça. ça. Ah, ça avait tourné Ça partout dans n'avait l'extrême ça droite. n'avait J'ai vu ça strictement partout. rien à voir. Oui, C'était oui, une oui. fake news J'ai en vu fait. ça, j'ai vu ça. C'était juste quelle écriture budgétaire on mettait, mais dans l'ensemble, ce n'était pas du tout ça. Ok. Donc là, je vais regarder ce que tu dis. Ouais, je suis sur Twitter, attention. Vous êtes beaucoup sur Twitter aussi. Toi, tu tweets beaucoup aussi, j'ai vu. Hein. Et j'ai vu, je vois pas mal les commentaires aussi. Et ils vous font pas de cadeaux, l'extrême droite, c'est fou ça. Même les macronistes, hein. Même les macronistes, ils font pas de cadeaux. Non, Twitter, c'est un monde hostile quand même, hein, particulièrement. Enfin, je veux dire, après, on sait que c'est même plus quasiment des vraies personnes derrière les comptes. Tu Ouais. vois, c'est tellement des raids organisés de harcèlement numérique que. Mais les raids sur TikTok, moi je trouve que c'est encore pire. C'est-à-dire que parfois, en fait, tu sens qu'il y a des espèces de veilleurs. Dès qu'il y a une publication de telle ou telle cible, et en fait, Ils activent la notification. Et vraiment, en fait, c'est des. Moi, souvent, je ferme les commentaires. Je suis Ok. désolée, ça peut faire. Ah oui, je vois que tu Ouais, non, parce que, en fait, moi, j'en ai. Enfin, Mais vous voulez pas quitter Twitter par hasard? Parce que j'ai vu que Mediapart, Non, ils mais veulent quitter après, Twitter. toi, je sais pas comment tu fonctionnes. Moi, je regarde pas moi-même. Hein. moi Ok. non plus, mais. Je regarde pas moi-même parce que. En fait, le harcèlement numérique, c'est comme toutes les formes de harcèlement, c'est la question de la répétition qui finit par t'atteindre, de fait. Ok. Et donc, moi, je regarde pas moi-même parce que
c'est très souvent des commentaires sexistes, dégradants d'une façon ou d'une autre, injurieux d'une façon ou d'une autre. Twitter, voilà. Classique, hein. Et y compris Clément qui travaille avec moi, on fait attention à la façon dont il passe du temps, il fait de la modération, parce que en fait, ça peut devenir vraiment violent, quoi. Même si c'est sur la sphère numérique, ça peut avoir... Tu peux intérioriser des trucs. Et donc, moi, je regarde pas Twitter moi-même. Il m'arrive de faire des tours sur Instagram. TikTok, c'est perso. Et sinon, je regarde pas. Non, parce que j'ai vu, par exemple, il y a un mec qui l'a dit dans le chat, mais du coup, les messages de soutien, ça vous parvient pas, en fait. Si, enfin, moi, mon équipe, elle trie des trucs. Des fois, ils nous envoient des choses. Ok. Ouais. Ok. Si, même moi par exemple, en revanche, je regarde régulièrement sur Instagram, j'essaye de regarder un petit peu. Et sur Instagram, il y a moins de messages malveillants. Genre, il y a des gens qui font vraiment pour aller se prendre la tête à écrire des messages sur Instagram, il faut vraiment être déter. Alors, on arrive au bout de l'entrevue. Je vais essayer de prendre des questions sur le chat. Si vous avez des choses à demander à Clémence et Nadège, pardon, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question sur Dominique de Villepin. Elle s'appelle Clémence et son collègue s'appelle Clément. Oui. Sur Dominique de Villepin, c'est un allié ou c'est un gars, il faut se méfier? C'est un allié sur la cause palestinienne, clairement. Sinon, c'est tout, ça s'arrête là. Après, moi... Parce que lui, il n'est pas contre l'idée de mettre Lucie Castet première ministre. Mais parce qu'en fait, c'est un républicain. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un mec d'une certaine classe démocratique. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec lui. Moi, mes premières manifs, grosses manifs, qui ont fait qu'après j'étais dans un parti, c'était contre le CPE, le contrat de première embauche, qui stipulait que en fait tout premier contrat, tu devais être payé genre même moins que le SMIC. Donc c'est un homme dont on connaît les idées, c'est un homme de droite, mais il a une certaine forme de dignité politique. Qui devrait être normal en fait. Oui. Et ça n'empêche pas qu'on combat ses idées sur la plupart des sujets et qu'il combattrait les nôtres. Mais en fait, le fait d'en venir à saluer un homme de droite, on va dire classique, c'est dire quand même il y a une dégradation. Ouais, ça chute quoi. Okay. Je regarde un petit peu les questions. Est-ce que vous connaissez un peu les problématiques ultramarines? Un peu, mais ça dépend où. Oui. Martinique, par exemple. Martinique, je suis jamais allée. Je connais Mayotte et je connais Après, il faut dire que dans notre groupe, entre le précédent mandat et celui-là, il y a quand même pas mal de parlementaires, déjà Mathilde Panot elle-même, qui s'y connaissent vachement, notamment sur la question de l'eau. Je sais que Mathilde avait fait une mission. On a Jean-Philippe Miller, qui est député de la Martinique, et qui s'est beaucoup investi sur la question de la vie chère. Ah, je voulais le voir, lui. Je pense on va essayer, on peut aider. Il n'y a pas de souci, Merci. Et puis en vrai, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de travail là-dessus. Par exemple, là, il y a le drame, la catastrophe à Mayotte. Vous y allez ou pas? Il y aura une délégation France Insoumise On essaye de voir, mais dans les conditions sont compliquées. Mais c'est les secours. L'urgence, c'est les secours. Donc je pense pas que... Si tu peux mettre dans le chat la cagnotte du secours populaire, non? Tu peux faire ça? Faut que j'écrive. Le secours populaire, il y a... Je crois que c'est pas Fondation de France. En tout cas, même si vous n'avez pas grand-chose, si vous voulez juste faire un petit geste et tout, en fait, c'est vraiment dévasté, quoi. Ouais, tout est à reconstruire pour les gens. Il manque d'eau, il manque de nourriture, il manque de forces de secours, parce que pour le moment, l'État français n'en a pas envoyé suffisamment. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'un coup de main, en fait. Et ce qu'on peut faire le plus utile, c'est pas d'aller sur place, là, tout de suite. Il y a besoin d'un peu d'ordre dans la façon dont les opérations de secours sont menées, mais c'est participer comme on peut et puis relayer ce qui se passe à Mayotte. On n'en parle pas assez en réalité, quoi. C'est pour ça que c'était choquant le Bayrou, en fait, son truc d'aller au conseil municipal de Pau. Mais ça, franchement, ça m'a choqué parce que les médias ils étaient plus focalisés sur le tweet de Mélenchon sur Mayotte que sur François Bayrou, conseil municipal. Ils se sont rattrapés après, mais c'était tellement... En fait, c'est juste... Ils sont sans pitié, les médias. Non, mais c'est très choquant. Ils sont sans pitié avec vous, les médias. Vraiment, ça me choque, Vraiment, je suis choqué. On a un François Bayrou qui va tranquillement au conseil municipal. En plus, j'ai appris qu'il a fait quand même la conférence, il était en visio, et je crois qu'il est parti 15 minutes avant. Au moment où la question de l'eau était évoquée. Alors qu'il a dit après qu'il est resté dans la visio jusqu'au bout. Alors que là, il y a pas mal il y a quelques journalistes qui disent que c'est pas vrai. Moi, ça me rend fou, mais franchement, vous gardez votre calme, mais j'ai un grand respect pour ça, parce que ma tête aurait déjà explosé, j'aurais déjà insulté tout le monde, mais
faut un calme quand même pour être en politique, hein. Pour être député aussi, il faut un certain calme. Hein. Parce que sinon, vous êtes affiché directement. Beaucoup de choses très énervantes. Oui. Et puis, on sait aussi que il y a zéro indulgence pour un député insoumis. Tu vois, par exemple, si un député insoumis avait fait comme Monsieur Turquois, le collègue qui a été sanctionné ce matin au bout de l'Assemblée nationale, à savoir, même si, ok, c'était pas filmé, c'était une suspension de séance, de tenter d'aller donner un coup de poing à un autre collègue, Antoine Léaumont. Alors, Antoine Léaumont, oui, je pense qu'ils ont la séquence. Voilà, il a dû quand même, il a fallu mobiliser 6 personnes pour l'empêcher, dont son propre président de groupe. Il y a des photos, il y a des vidéos, etc. Si ça avait été un insoumis. Moi, j'avais dit un truc sur cette séquence. Bon, ça va un peu vous choquer, mais Antoine Léaumont, s'il avait pris sa baffe, genre si personne n'avait séparé, la France entière aurait vu qu'est-ce que c'est que le macronisme. Qu'est-ce que c'est que le macronisme? Faut-il souhaiter qu'en Non, j'aurais pas souhaité. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux J'aurais dire. pas souhaité, mais les Français, ils doivent voir qu'est-ce que c'est vraiment les députés macronistes, dans quel état ils ont mis la France. Parce qu'à chaque fois, c'est la France insoumise, toujours la France insoumise, avec le drapeau de la Palestine brandi par Sébastien Delogu. Et une plus grosse sanction que ça. Plus grosse sanction en plus, je me suis dit, mais les gars, mais dans quel pays on vit? En fait, il y a quand même des millions de Français qui ont vu ce que c'était le macronisme. Et d'ailleurs, on a gagné en juillet parce qu'il y a des Français qui ont vu. Mais c'est vrai qu'avec l'aide notamment des médias et la diabolisation qui est sur nous, voilà. Et puis la violence, elle est sociale et elle est politique. Ouais. En fait, elle est permanente depuis 7 ans. Il n'y a pas besoin de... Il peut y avoir une violence sociale bourgeoise qui se comporte très bien, qui est très polie, etc. et qui, de fait, tue des gens. Donc, tu vois ce que je veux dire? En fait... il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui a accouché sur un banc devant la maternité. Ouais, c'est ça ce qui violent. se passe. Des gens qui meurent sur des devant la maternité. Ok. Enfin, en fait, c'est ça la violence fondamentale. C'est sur le plan social et c'est ça qui, je pense, c'est ça qui nous met en colère. En réalité, tout ça peut s'exprimer calmement ou avec davantage de véhémence, quoi, selon le niveau d'agacement dans lequel on est. Mais c'est de l'affrontement idéologique et en fait c'est aussi ça qui fait que l'Assemblée nationale c'est un beau lieu de régulation politique. C'est que c'est le lieu où on peut s'affronter sur ça et choisir quelle orientation politique on veut pour le pays. Et c'est bien ça qui nous met aussi dans une telle colère depuis 6 mois. Parce qu'en fait, on va voir se succéder des gouvernements illégitimes, quoi. Qu'est-ce que tu as vu comme question? Non, mais j'ai vu Marine Tondelier, CIA ou pas CIA? Alors CIA, c'est une référence à Twitch. Est-ce que c'est le potentiel traître ou pas? C'est en quelque sorte on va grossir. Là, j'ai compris en fait. Ah, ok. Est-ce que c'est la CIA ou pas? Votre avis sur Marine Tondelier? En général, c'est une collègue, ça se passe bien. Ah, c'est pas une collègue, c'est pas une collègue parlementaire, ouais. Elle n'est pas élue. Ah bon? Non, elle est secrétaire générale. C'est quoi le titre? Ouais, secrétaire national des écologistes. Ok. Ouais. Ok. Ah, j'ai compris la mandat. ici, en fait. D'accord, ok, ça marche. Mais ça se passe bien, c'est cordial, tout va bien. Oui, ça va. On fait du sport ensemble. Non, mais je veux dire, on a des divergences stratégiques sur certains sujets, mais bon. Ok. Non, puis par ailleurs, au sein du nouveau Front Populaire, sur plein de sujets, c'est avec les Verts qu'on se sent les plus proches idéologiquement. Après, y compris au sein des Verts, ils sont divers, mais quand même, il y a des fortes convergences. Et on le voit ici à l'Assemblée nationale, on se rejoint quand même très souvent sur plein de choses. Mais il y avait des questions par rapport au traitement médiatique, par rapport à la dégradation de la résidence secondaire de Jean-Luc Mélenchon. Rien. Il y avait que la presse écrite, on va pas se mentir. Ou alors, quand ils en parlent, c'est pour donner son adresse, quoi. Super. Non, mais attends, ce qui est fou dans cette histoire, c'est je gravissime. sais pas si tu as lu la note de blog qu'a faite Jean-Luc sur ça, mais faut la lire. Il a appris que sa résidence secondaire avait été vandalisée, mise par les médias. Non, par quelqu'un qui lui a écrit en lui disant « Je regarde la télé et j'ai vu que… » Ah oui. Il n'a pas été appelé par les forces de l'ordre, la police, la préfecture, que sais-je. Bon, et par ailleurs, en fait, c'est signé, quoi. Ce qui a été écrit notamment sur les murs de sa maison, c'est nique les Arabes pour donner un verbatim, donc ça provient de l'extrême droite. Donc c'est très clair, c'est éminemment politique, et en fait on a aussi un peu l'impression d'alerter dans le vide sur le niveau de violence politique qui se déverse à notre rencontre. On est plein à
à avoir été menacés de mort. Rien que ça ne devrait pas être normal. Les gens en qui ont fait, changé de en numéro de réalité. téléphone, il y en a qui ont déménagé, il y en a dont les enfants sont menacés. Moi, par exemple, moi je suis parano maintenant. En Ouais. fait, je n'étais pas autant avant. Ouais. Franchement, j'ai pas peur, moi, de. Vous n'avez enfin, pas un service de sécurité Non, pas du tout. non, mais en fait, je pense qu'à un certain niveau de notoriété, qui n'est pas notre cas ni à l'une ni à l'autre, ça crée une vie qui est compliquée, quoi. Et c'est extrêmement dangereux. Et il y a un moment aussi où moi je dis que quand on a été renvoyé dos à dos la France Insoumise et l'extrême droite, ouais. il y a eu quand même un basculement dans la façon dont le spectre politique était organisé en France. Et voilà, et je pense qu'il y a une responsabilité très grave dans les dernières années de la façon dont nous, on est, quoi qu'on dise, stigmatisés, ciblés, nos propos sont déformés, etc. Et en plus, franchement, concernant Jean-Luc Mélenchon, il y a des précédents. Hein. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il explique qu'il a découvert qu'il y avait des complots, de menaces, des complots, des projets d'assassinat contre lui, au moment où on arrête les gens, etc. Quoi. On lui dit pas. C'est ce genre de choses comme ça, quoi. Ok. Donc, et puis il y a un type qui a été condamné, mais enfin, je veux dire, ça s'accumule beaucoup. Et je pense qu'il y a des choses évidemment, Jean-Luc Mélenchon ne va pas dire. Oui. Voilà. Ok. Franchement, bon courage. Hein. Il y en a dans le chat qui vous disent bon Non, courage. mais et tout. là, Moi aussi, j'en reçois des menaces de mort. On a Mais ça va, ça va pas plus loin pour l'instant, je l'espère. J'ai envie de vivre, s'il vous plaît, les gars. Je veux vivre. Alors, je regarde un peu. Est-ce que vous êtes pour ou contre la proportionnelle? Ça dépend laquelle. Oui. Il y a plusieurs formules. Ah, c'est technique alors. Il y a plusieurs formules. Pour le dire très clairement, il y a la proportionnelle intégrale. En gros, c'est une liste et en fonction de ton score, tu aurais un certain nombre de sièges. Tu as des forces politiques qui le proposent par grande région, Ok. par département. Ok. La version de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est en fonction d'un seuil d'élus. Donc les départements où il y avait plus de 11 députés par département, ce qui est notre cas à toutes les deux, mais qui n'est pas le cas dans plein d'autres départements. C'est principalement là où il y a des députés France Insoumise que cette révision a été proposée. Donc bref, pour faire court, il y a plein de versions de la proportionnelle. Nous, on a toujours dit qu'on était favorable à la proportionnelle départementale, version 1986. Ok. Qui était, David Guiraud, il est pour ça aussi. Bah ouais, Bah oui. on est Vous êtes tous d'accord pour là-dessus, ça, d'accord. ouais, Ok. ouais. Et voilà, et après, Bayrou, typiquement, parce qu'il a été présenté comme ayant été mis là aussi sur cette question de la proportionnelle. Ok. À l'heure qu'il est, je ne sais pas pour quelle version il est. Ça dépendra du sens du Ça dépendra vent. de l'extrême droite. Ça dépendra de cette discussion avec Marine Le Pen, sans doute. Ouais. On sait Mais pas vous trop. êtes au courant de ce que l'extrême droite veut comme proportionnel ou pas? C'est la départementale aussi ou vous n'êtes pas au courant de... C'est pas la même que nous. C'est pas la Et même. en plus, ils viennent de changer de position pour plus ou moins aller sur celle de Braun-Pivet, mais dans les départements à partir de 3 députés. Je sais pas si toute cette tambouille a un intérêt. Non, Nous, ok. en gros, on est pour la proportionnelle Ok. parce que la législative à 2 tours, c'est un scrutin qui est pas juste Oui. dans plein d'endroits, qui Beaucoup ne de gens sont pas reflète représentés. pas, voilà, exactement, qui ne reflète pas pour qui les gens ont voté. Donc, la proportionnelle, ça permet de me représenter les gens et quel bulletin de vote vous mettez dans l'urne. Ok. Après, il faut pas que ça tourne à la magouille où, grosso modo, ceux qui décident de la loi et ceux qui dessinent la carte, c'est pour dessiner l'assemblée qu'ils veulent après. Voilà. Il faudrait pas... Ouais, en fait, oui, tu as raison de parler de la carte parce qu'il y a à la fois le mode de scrutin et il y a aussi les découpages. D'accord. Par exemple, moi, sur ma circonscription, très clairement, je suis sur une circonscription, c'est des villes de droite, mais à l'époque où ça a été redécoupé, ça a été fait pour faire en sorte que ce soit pour un député de droite. Ok. Alors que ça a raté. Mais outre la Ok. proportionnelle, le temps pourrait être au référendum révocatoire. Il y a plein d'autres choses pour dynamiser un peu la vie On démocratique a plein parce que d'idées, ouais. là, c'est quand même poussif, quoi. Je prends 2-3 questions et on peut s'arrêter là. Ouais, vas-y. On peut prendre encore 2-3 questions. À peu près, je regarde le chat. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée. Et quand je vais rentrer chez moi, le premier réflexe, c'est de regarder la rediffusion juste pour écouter les micros. En fait, ça défile Ça va trop mieux vite. les micros, non? Bon, ah non, plus personne ne se plaint des micros, donc Ouais, je pense je que crois. ça va mieux. Ça va mieux.
je regarde. Si vous trouvez une question, n'hésitez pas. En fait, ça défile trop vite. Ouais, ça va. Ah oui, vite, mon chat, il y a beaucoup trop de questions. Ouais, je suis pas assez vive là. Ah oui, Ils disent qu'ils nous entendent bien, je crois. Il y a des gens qui font des pavés en fait. En plus, ça va. Attendez. Je vais essayer de les stopper. Alors. Ah, il y a une question sur les méga bassines. On est tombé dessus. Pourquoi il faut être contre les méga bassines? Pour info, je t'en bien, vas-y Clémence. Parce que les méga bassines. Moi, j'ai été rapporteur d'une loi qu'on avait mis dans notre niche parlementaire l'année dernière sur un moratoire sur les méga bassines, c'est-à-dire stop, on arrête de creuser des trous immenses qui font 270 piscines olympiques, enfin, c'est des ouvrages immenses qui ne répondent pas aux besoins des agriculteurs pour irriguer leur culture, parce qu'en fait, ça s'est fait au détriment de 90% des agriculteurs, généralement. Donc, ça concerne uniquement les très gros céréaliers. Donc, c'est pas l'agriculture qu'on veut. Et au-delà de ça, ça dérègle complètement le cycle de l'eau dans plein d'endroits. Donc, on est contre ça. Et la bonne nouvelle du jour, qui est une bonne nouvelle qu'on n'espère pas uniquement temporaire, c'est que la fameuse bassine de Sainte-Soline, là où il y avait eu la super manif, vous savez, qui était un moment militant très fort. Il y a une news. Et avec il y a une news récemment aujourd'hui. Il y a une news aujourd'hui. Oui. Et il y avait une répression folle du pouvoir macroniste, 4000 grenades qui avaient été tirées sur les gens toute la journée. J'y étais, je pense qu'on est tous un peu traumatisés collectivement. Et aujourd'hui, la justice a décidé d'annuler la construction de cette bassine à Sainte-Soline et de 4 autres autour, je ne sais plus lesquelles. On espère que, parce qu'il y a une espèce d'oiseau qui a été trouvé là-bas et qui doit être protégé. Mais en fait, au-delà de ça, c'est un modèle qui n'a pas d'avenir, qui est délétère, qui est mauvais pour l'agriculture, mauvais pour le cycle de l'eau de manière générale, et d'une ressource qui va se raréfier, dont on va avoir cruellement besoin. Donc, bonne nouvelle qu'on espère un peu plus pérenne. Voilà. Ok, ça marche. Alors, on va conclure ce stream avec une toute petite question. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui aimeraient s'engager dans la vie publique, dans la vie politique? En général, un petit conseil. Déjà, pas se forcer, en fait. Enfin, quand je dis pas se forcer, c'est-à-dire que déjà, on peut prendre du temps, déjà, pour se renseigner sur qui propose quoi, etc. Et puis, pour les gens qui veulent s'organiser dans des organisations, en fait, ne pas se dire que je vais rentrer dans une organisation, je vais faire ça, je vais faire ça. On peut très bien rentrer dans une organisation et donner un coup de main selon son rythme, selon ses disponibilités, sur des projets. Par exemple, moi, je sais pas, il y en a qui sont bons en réseaux sociaux, il y en a qui aiment bien coller des affiches parce qu'en fait, en même temps, pendant qu'ils collent des affiches, ils sont en train de papoter, etc. Il y en a qui sont timides, donc ils n'aiment pas le porte-à-porte, puis qui vont préférer autre chose. En fait, déjà, faut pas se donner des... pas se dire, ouais, je ne saurais pas faire, parce qu'il y a quand même une image traditionnelle du militant. Okay. Et l'intérêt, la France Insoumise, c'est que comme on fait quand même pas mal de choses, il y a pas mal de tâches différentes à faire, on est un mouvement qui essaye justement de faire entrer tout le monde en politique. Et je peux vous dire que c'est pas toujours facile, mais je pense qu'on est quand même le mouvement aujourd'hui qui y arrive le mieux. Okay. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes à la France Insoumise, et parce qu'en fait, on décomplexe les gens par rapport à la politique. Et je trouve qu'on ne remerciera jamais assez Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait un énorme travail pour dire aux gens qu'ils sont légitimes et qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Mais déjà, en fait, quand on veut s'engager, il faut se dire qu'on ne va pas forcément s'engager dans les formes attendues, quoi. En tout cas, chez nous, il y aura toujours des gens pour vous dire que vous pouvez faire comme vous voulez, comme vous le sentez. Ok. Je trouve que Nadège a tout dit. Moi, j'espère que je serai peut-être député un jour, moi, qui sait, à force de streamer comme ça. Pas. Non, mais si tu regardes le profil des députés de la France Insoumise, tu verras que... Je pense qu'avec mes notes, je pourrais être député avec... J'ai la gueule du député. T'as vu Stevie Gustave, le député écolo? Oui. Il a des longues... il a des locks, c'est ça. À côté, tes petits joueurs. À côté, tes classiques. C'est clair. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre temps et vos réponses. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir. Je voulais vraiment vous avoir depuis des mois et des mois, mais c'est pas facile de vous avoir. Mais on est là. Merci à Elena. Merci en tout cas à aussi Melvin. Merci à Sabrina pour l'instant. Elena, elle est bonne sous bois. Voilà. Merci à toutes les personnes qui ont réussi à installer ce stream. Ça fait vraiment plaisir le chat. En espérant vraiment que vous ayez passé un excellent moment. On va se retrouver bientôt. Normalement, le prochain député va arriver sous peu, les gars.
Ah, t'as quoi? Et toi, après, t'envoies pas les gens vers une autre proposition Twitch? Oh, j'ai la flemme de raid. Oh, Ah j'ai ouais trop la flemme. Je croyais que ça se faisait. Non, mais je peux le faire. Mais là, le clavier, il est loin. Faut D'accord, que j'écrive et tout. D'accord. Parce que ok. moi, c'est la première fois. Là, les gars, je vous dis, hein, c'est la première fois que je stream sur un Mac. C'est la première fois. Genre, c'est la Ah première ouais. fois que je stream sur un Mac et avec ces micros. Donc là, j'essaie. C'était un test. C'était un test, on va dire. Et alors, ça va? Ouais, ça va, c'était nickel. Fais-le, fais-le. Les gars, j'ai la flemme. Je vous jure, j'ai la flemme. T'as la pression populaire, le peuple veut que tu fasses un raid. Ah, il y a Danny Ras qui stream. Allez, ben on envoie vers Dany Raz, non? Après, les modos, ils peuvent le faire, les modos, non? Ah non, je crois que c'est moi-même qui dois le faire. Allez, fais un petit effort. Attends, je vais écrire. Je vais écrire Danny Ras. Danny. Ils sauront que c'était nous? Oui, bien sûr. Tac. C'est sympa. Hein. Je me suis pas trompé. Oh, je me suis pas trompé, let's go. Bon, les amis, Bisous! bisous à tous. Et on se retrouve bientôt avec un autre député, les gars. Et j'espère qu'un jour, comme T'as d'habitude. pas un indice? Si, ils le savent à peu près. Mais moi, je veux David Guiraud. Mais c'est pas lui que je vais avoir. Mais promis, les gars, ça fait C'est bizarre comme indice. Ça Je fait me dis, 3 ans. mais c'est pas lui que je veux Non, avoir. ça fait 3 ans. Mais c'est un streamer aussi, les gars, vous le savez. Antoine Léaumont, normalement, ce sera le prochain. Ah, Normalement. Ils ont rien dit, hein, l'enfoiré. Mais ça fait 3 ans que j'essaie d'avoir David Guiraud. Il faut que je le chope. Il faut que je le chope. Sinon, tu vas à Roubaix. Non, mais des fois, il vient sur Paris. Bah, tout ça. évidemment, il ouais. Il vient sur Paris. Mais Ouais. je vais On va l'avoir. le capturer pour toi. Je vais le capturer. Tout le monde me le réclame. Tout le monde. Mais vous inquiétez pas, les gars. Je vais l'avoir. Parce que c'est un grand fan de One Piece. Ah oui, ça sera. Ouais, la discussion va être. Ah, ça va être bien, ça va être bien. Bonne soirée, le chat. Salut!